Oui, bonjour, mon nom est Caroline Croteau. Je suis directrice générale de l'organisme Les Amis du Crépuscule. Vous écoutez présentement la télévision de la Vallée du Richelieu, TVR 9. Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la Vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et informations que nous avons retenues pour la région, suivies d'une entrevue avec M. Olivier Surprenant, analyste en politique et santé à l'Union des consommateurs pour parler d'accessibilité des soins dentaires et des produits essentiels. Emmanuel Rouillard-Moreau, gestionnaire des communications chez Nordvolt, se joint à nous en studio pour revenir sur les récents événements de vandalisme sur le site de la future usine. Notre reporter Marie-Ève Brisebois rencontre Micheline Potvin, responsable des communications, pour parler de la 21e édition du Relais pour la vie Chambly. Finalement, on sera en Belleuil pour discuter avec Mme Annie Girard, propriétaire de la boutique Ce que femme veut, des défis qui touchent le commerce du détail. Le Régional commence à l'instant. Bonne émission. Voici vos actualités de la Vallée du Richelieu sélectionnées par l'équipe de TVR 9. Afin de répondre aux besoins grandissants de la population de la Montérégie dans la situation économique actuelle, le Mouvement Desjardins a octroyé plus de 940 000 $ à Moisson-Rive-Sud pour son projet de carrefour de l'aide alimentaire. Le nouvel établissement triplera l'espace de stockage de l'organisme et lui permettra d'offrir aux personnes les plus vulnérables un écosystème de sécurité alimentaire robuste, efficient et innovant. Rappelons que mensuellement, Moisson-Rive-Sud vient en aide à plus de 80 300 personnes, dont 37 % sont des enfants de 0 à 17 ans. Le 3 mai dernier, le député de Bordua, M. Simon Jolin-Barrette, a remis la médaille de l'Assemblée nationale du Québec à 12 bénévoles très impliqués de sa circonscription, soulignant ainsi leur engagement inestimable envers la communauté et les remerciant de leur générosité. La municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil tient à féliciter Mme Denise Auclair, bénévole à la bibliothèque Rianne Provost, ayant reçu ce bel hommage. Mme Auclair fait partie des bénévoles de la bibliothèque municipale depuis le début des années 2000. Carignan annonce sa participation à la grande journée des petits entrepreneurs prévue le samedi 1er juin de 10h à 15h à l'école du Parchemin. C'est une occasion unique pour les jeunes de 12 à 17 ans de concrétiser leurs rêves d'entreprise. C'est pourquoi la Ville de Carignan encourage tous les jeunes à s'inscrire au marché de Carignan et à présenter leurs idées innovantes. Les jeunes peuvent s'inscrire en ligne sur le site petitsentrepreneurs.ca en sélectionnant le marché de Carignan dans le formulaire d'inscription. On vous invite à faire vite car les places sont limitées. En prévision du début des travaux de démolition relatifs au nouveau projet domiciliaire Saint-Basile sur le parc, la Ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite créer un comité de vigilance dans le but d'assurer une meilleure cohabitation pendant les travaux. Ce comité aura le mandat d'assurer une vigie de ce projet durant les activités de démolition et de construction. Si vous habitez dans les rues à proximité du projet, vous pouvez transmettre votre candidature avant le 19 mai prochain en remplissant le formulaire au bas de l'écran. C'était vos actualités TVR. On accueille en studio M. Olivier Surprenant, qui est analyste en politique publique et santé à l'Union des consommateurs. Bonjour, M. Surprenant. Bonjour, Mme Bio. La semaine dernière, on a discuté des enjeux qui touchent au logement ainsi qu'à l'accès aux assurances médicaments. On pense que c'est gratuit pour tous, mais vous nous avez donné des précisions. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent en savoir plus, ils peuvent écouter notre émission de la semaine dernière. Aujourd'hui, on va se concentrer sur deux autres enjeux. Tout d'abord, on va parler des soins dentaires et également de la non-taxation de certains biens et services essentiels. Donc, au niveau des soins dentaires, c'est quoi exactement les revendications de l'Union des consommateurs? Bien, l'Union des consommateurs considère que tous les soins de santé devraient être traités de la même manière, donc ils devraient être rendus de façon universelle à tout le monde et gratuitement. Et particulièrement sur l'assurance dentaire, en fait, sur les soins dentaires, il y a un régime canadien de soins dentaires qui a été mis en œuvre là, récemment, qui fait en sorte que les personnes qui ont, pour résumer, 90 000 $
de revenus, là, on parle d'un ménage de 90 000 de revenus et moins, a accès à une certaine couverture. Et ça va varier. Là, si on est à 70 000 et moins, bien là, la couverture, elle est évidemment entière. Puis il y a une certaine quote-part entre les deux. Pour nous, puis il faut spécifier aussi, si vous avez des assurances collectives, bien à ce moment-là, vous n'avez pas accès au régime de soins dentaires. Et pour nous, c'est un problème parce qu'au final, on revient avec le même problème qu'avec l'assurance médicaments. Il faut s'assurer que tout le monde y ait accès aux soins dentaires. C'est important. C'est l'entrée du corps, la bouche, c'est là où, en fait, on mange et tout ça, mais il y a aussi des risques liés à des maladies là, sur le long terme si on ne traite pas des problématiques temporaires dans la bouche. Là. Donc, c'est très important pour nous. Puis, il y a une très grande disparité selon le revenu, selon la provenance des individus là, par rapport justement à leur état de santé bucco-dentaire. Donc, il faut vraiment que tous les soins dentaires soient couverts pour toute la population. Puis au-delà de ça, je pense qu'il y a un volet éducation aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que leur santé buccale va peut-être mener à d'autres problèmes de santé. Donc, je pense qu'il y a de l'information aussi à donner aux gens, puis de l'éducation. Sinon, si on passe maintenant en épicerie, on a parlé du panier d'épicerie, l'inflation, le coût de notre panier d'épicerie a augmenté drastiquement dans les dernières années. Évidemment, bon, ça, c'est une problématique, mais on va parler aujourd'hui plus du volet taxation. Donc, c'est quoi la position de l'Union des consommateurs par rapport à ça? Bien, selon l'Union des consommateurs, il y a une façon très rapide et efficace de donner un allègement, si vous voulez, dans le panier d'épicerie des gens. Et c'est en abolissant la taxe sur les ventes, donc la TVQ ou la TPS, sur les biens et les produits essentiels, les produits alimentaires. Donc, tous les produits alimentaires, là, nécessairement, devraient être détaxés. Parce qu'en ce moment, dans le régime actuel, ce qu'on remarque, c'est que certains produits sont taxés, certains ne le sont pas. C'est assez difficile, en fait, de se reconnaître quand on magasine, on n'y pense pas, on prend nos trucs, puis finalement, on arrive à la caisse, puis on voit qu'il y a une plus grande disparité par rapport à ce qu'on avait envisagé lors de l'achat. Exact. Donc, c'est important pour nous parce que c'est un allègement, comme je vous dis, puis ça peut réduire, en fait, la confusion. Si tous les produits alimentaires que ce soit des collations ou que ce soit finalement des fruits et légumes, sont détaxés, bien, on sait à quoi s'attendre pour tous les produits alimentaires. Exact. Ça enlève une charge mentale aussi aux consommateurs de se dire, bon, tel produit est taxé, tel produit est non taxé. Donc, au moment de faire leur budget pour l'épicerie hebdomadaire, par exemple, ça facilite la chose, là. Oui, effectivement. Puis, je me permets aussi de mentionner que depuis qu'il y a le phénomène de la réduflation, c'est-à-dire où on réduit le contenu ou le contenant d'un produit et sans changer le prix, bien, il y a des produits qui deviennent taxables parce que, selon la réglementation, certains produits en bas d'un seuil vont être taxés ou pas taxés. Si on enlève, par exemple, un muffin dans un emballage de 6, ça va tomber taxable ou quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment... C'est très, très complexe comme système, si je peux dire. Puis, ça fait en sorte que, bien, c'est ça, on pourrait venir alléger le fardeau des consommateurs, autant au niveau informationnel qu'au niveau du portefeuille. Oui. Puis si on reste dans le sujet des taxes, il y a également l'électricité qui est un service essentiel aussi, et ça, c'est taxé en ce moment. Oui, une personne au 21e siècle a besoin, surtout au Québec, surtout au Canada, a besoin de son électricité pour se chauffer, mais aussi on pourrait penser à des personnes plus vulnérables là, qui ont besoin d'un air climatisé ou du moins, en tout cas, d'un apport en électricité pour leurs besoins. Pour nous, c'est un bien essentiel, puis en quelque part, il est déjà, les revenus qui viennent de l'électricité vont dans le coffre de l'État. Donc, selon nous, de le taxer en plus, peut-être que c'est peut-être pas à propos, mais du moins, ça aiderait les consommateurs certainement d'enlever la taxe sur ce produit-là, ce service-là. Et bien évidemment, plus les gens, ceux qui nous écoutent en ce moment, plus sont sensibles à ces propositions-là et plus on en parle, plus il y a moyen de faire bouger les choses. Merci, M. Surprenant, d'être passé à nos studios aujourd'hui. Merci beaucoup.
Lundi dernier, des engins incendiaires ont été retrouvés sous de la machinerie présente sur le site de la future usine de Nordvolt. Et aujourd'hui, on est avec Mme Emmanuelle Rouillard-Moreau. Vous êtes gestionnaire des communications chez Nordvolt. Bonjour. Bonjour. Donc, tout d'abord, quelle a été la réaction à l'interne là, au moment où vous avez trouvé ces engins-là? Oui, donc on a rapidement fait le point là, en après-midi, lundi, avec notre PDG, Paolo Cerruti, qui était sur site, qui a déploré les incidents. Comme on l'a dit, c'est des incidents qui sont isolés. On pense que c'est des gens aussi isolés qui ont ce point de vue-là, mais on ne pense pas non plus que c'est représentatif de l'ensemble des Québécois ni de la population locale. Mm-hmm. Et comment ça a été découvert? Il y avait des travailleurs sur le site à ce moment-là? Oui, dans un exercice de routine, le matin, il y a des travailleurs qui ont trouvé ces engins-là. Donc, on a rapidement communiqué avec la police. Il y a une plainte qui a été déposée. Et donc, en ce moment, l'enquête est en cours. Mm-hmm. Puis, qu'est-ce que l'entreprise a fait là, pour peut-être renforcer les mesures de sécurité sur le site? Oui, au départ, il faut savoir quand même que c'est un grand site. On parle de 171 hectares. On a quand même des gardiens de sécurité qui sont présents 24/7. On a des caméras, mais on va renforcer les protocoles. C'est très important pour nous, la sécurité des travailleurs, la sécurité de nos employés. Donc, on prend ça très à cœur. On travaille aussi avec les autorités locales pour s'assurer qu'il y a une présence policière aux abords de nos installations. Donc, il y a tout ça qui est en cours parce que, je le rappelle, pour nous, c'est très, très important d'assurer la sécurité des gens sur site. Oui. Puis, bon, c'est pas la première fois qu'il y a un acte de vandalisme, là, tant dirigé directement à Nordvolt ou à un de ses contractants. Qu'est-ce qui explique, selon vous, là, le mécontentement à ce point là, de certains citoyens ou des groupes? Peut-être qu'on a mal expliqué notre mission. Tu sais, je le rappelle, on est là pour décarboner le Québec, la planète. On veut participer à la lutte au changement climatique. On comprend qu'il y a des gens qui sont opposés au projet, mais somme toute, quand on regarde, par exemple, nos derniers sondages, on voit un appui de la population, mais peut-être de réexpliquer nos fondamentaux d'entreprise, réexpliquer pourquoi on est là, puis peut-être communiquer davantage, rencontrer les gens, puis c'est ce qu'on est en train de faire présentement. Mm-hmm. Un des messages qui est dénoncé là, sur les médias sociaux, en fait, un des angles là, de ce type d'entreprise-là, de la filière batterie et tout ça, c'est que finalement, c'est peut-être pas si vert que ça, les batteries et les autos électriques. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet-là? Bien, c'est important de savoir que la mission même de Nordvolt, c'est de fabriquer des batteries qui sont vertes. Ce que ça veut dire des batteries vertes, là, pour expliquer aux gens, effectivement, l'empreinte la plus importante d'une voiture électrique, c'est au niveau de la batterie. 98% des batteries en ce moment sont fabriquées en Chine, avec du charbon, excusez-moi, notamment dans la fabrication. Ici, avec Nordvolt, nous, on fabrique avec l'hydroélectricité, même chose ici en Suède. Et donc, on parvient à décarboner notre batterie à 1/3 environ de ce qui est actuellement sur le marché. Et avec le recyclage, on va parvenir à 1/10. Donc, l'objectif, en fin de vie, c'est d'avoir des batteries qui vont être à peu près le 10% des émissions de ce qu'on a actuellement par les batteries qui sont effectivement faites majoritairement en Chine en ce moment. Oui, donc vous l'avez dit, il y a vraiment un volet éducation, communication à faire avec les gens pour qu'ils comprennent bien là, la mission de l'entreprise. Oui, exact. Puis je comprends aussi, le projet avance rapidement. On l'a annoncé en septembre dernier. Donc, on va s'assurer d'être encore plus présent localement. On a un nouveau gestionnaire en relation avec la communauté qui rencontre des gens, qui prend des cafés, qui répond à une adresse courriel bonjour@nordvolt.com. Mm-hmm. Donc, qui va répondre, qui est là pour répondre aux questions des gens. On a aussi un site web, nordvolt.com/6. On a beaucoup d'articles. On continue à mettre de l'information, à vouloir éduquer les gens. Donc, les gens peuvent aussi se renseigner sur notre site Internet et on rend disponible l'ensemble de la documentation pour nous suivre dans les différentes étapes du processus environnemental également. Oui, donc vous l'avez dit, M. Philippe Michaud, qui est gestionnaire des relations avec la communauté. Donc, les gens qui voudraient aller prendre un café avec lui peuvent écrire à l'adresse que vous avez nommée. Et là, c'est quoi les prochaines étapes là, pour le projet? En ce moment, la première autorisation, ça, c'est terminé. Les travaux qui avaient rapport avec ça. Maintenant, à quoi on peut s'attendre? Donc, on est en attente de la deuxième autorisation qui va être les grandes phases de travaux qui vont suivre. On parle du remblaiement, du nivellement du sol. Donc, ça va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup de véhicules, de camions sur la route. Je tiens à le dire, on est conscient des enjeux de congestion routière actuelle. On est conscient des impacts, donc on va chercher à minimiser. Mais c'est important de le dire, il va y avoir une circulation importante de véhicules cet été. Après ça, on va avoir une diminution et on va travailler sur la structure d'acier, terminer l'enveloppe pour notre premier bâtiment d'ici la fin de l'année.
Donc, c'est les grandes étapes qui nous attendent quand on va avoir la deuxième autorisation. Donc, d'ici décembre, on peut s'attendre à ce que le premier bâtiment, la structure, soit complétée. Exact, c'est notre objectif. OK. Merci, Madame Rouillard-Moreau, d'être passée à nos studios, de nous avoir éclairé là-dessus. Puis, évidemment, on rappelle aux gens que le vandalisme, la mise en danger des travailleurs, leur sécurité, c'est vraiment ce qui est le plus important présentement. Oui, exact. Merci beaucoup. Après la pause, notre reporter Marie-Ève Brisebois s'est rendue à Chambly pour discuter avec Mme Micheline Potvin, responsable des communications de la 21e édition du Relais pour la vie Chambly. À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Le Relais pour la vie revient pour une 21e édition cette année, le 8 juin. Madame Micheline Potvin, coordonnatrice aux communications, c'est bien ça? C'est bien ça. Bonjour, bienvenue avec nous à l'entrevue. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le Relais pour la vie? Tout le monde en a entendu parler, tout le monde sait un peu c'est quoi, mais dans vos mots. Le relais, c'est les personnes qui se relaient toute la nuit pour marcher pour cette levée de fonds qui est la Société canadienne du cancer, pour justement ramasser de l'argent puis la distribuer auprès des organismes qui en ont besoin, puis la distribuer beaucoup aussi au niveau de la recherche. Et les gens qui participent, entre autres, vous les nommez comment? Vous avez dit participants? Les participants d'espoir, De ça, c'est ceux qui, présentement, soit vivent avec la maladie ou ceux qui sont décédés, on veut leur rendre hommage. Donc, c'est pour ça qu'existent les petits luminaires, soit en l'honneur d'une personne ou en hommage. Oui, parce qu'il n'y a pas juste le relais, il y a une cérémonie des Lumières à la tombée du jour. Oui, c'est ça. Alors, dès qu'il fait le plus noir, c'est là où on commence à allumer les luminaires. Donc, c'est toute une cérémonie qui est suivie. Mais en fait, en premier, tu as le joueur de cornemuse qui passe, mais ça, c'est vraiment vers la fin des activités du relais. Donc, quand on débute, c'est que les gens peuvent arriver au relais à partir pour venir installer leur tente, leur décoration, à partir de 8 heures le matin. Et le thème cette année, c'est Country Western. À la demande des participants. Oui, exactement. À chaque année, c'est eux qui choisissent. Oui, l'année passée, on avait les thèmes de films. Cette année, on a décidé d'y aller avec ce qui avait été le plus demandé. Donc, Country Western. On va avoir des danseurs. On a une équipe aussi de danseurs qui sont les Forever Country Forever, troupe de danseurs country. Vous avez mentionné, entre autres, l'installation des roulottes et des tentes. C'est quoi exactement le côté technique, le déroulement de la journée? Il y a un souper de prévu? Oui, c'est ça. Alors, en fait, à partir de 5 heures, les gens peuvent arriver, peuvent venir s'installer aussi à 4 heures, c'est pas grave. Le souper, lui, le départ pour le commencement du souper, c'est 5 heures. Donc, on sert des spaghettis. On vend, on vend des spaghettis. Et les gens peuvent acheter aussi toutes sortes d'autres choses dans la tente d'alimentation. On vend, on demande des dons aussi en même temps et tous les profits vont à la Société canadienne du cancer. Et de quelle façon ces fonds-là, la Société va les redistribuer, en fait? En fait, l'argent est redistribué selon les régions. Il reste 21 relais ici au Québec et c'est redistribué soit pour la recherche, soit pour des organismes qui aident les gens auprès des hôpitaux, comme à Charlemagne, il y a Bel et Bien dans ta peau qui existe, des gens qui aident à passer au travers du deuil ou du cheminement à faire avant, pendant. Il y a beaucoup d'organismes qui nous aident à ce niveau-là. Alors, c'est redistribué sur plusieurs plans. Et nous sommes au pôle de Chambly parce que la mairesse est la porte-parole, entre autres, pour le Relais pour la vie. Exactement. Ici. Mais comme vous mentionnez, les gens peuvent s'impliquer dans d'autres régions.
Et de quelle façon ils peuvent le faire, en fait? En fait, il faut s'inscrire, tout simplement. Si vous voulez former une équipe, on est déjà 25 équipes, on aimerait bien se rendre à 30 équipes cette année. Donc, ils peuvent s'inscrire. Vous aurez l'adresse au bas de l'écran à sandra.relais.chambly@gmail.com. On cherche toujours aussi des bénévoles. Évidemment, comme tous les organismes, on a besoin de beaucoup de bénévoles. Participants d'espoir, vous connaissez quelqu'un qui est un participant d'espoir qu'on appelait autrefois les survivants petits chandails jaunes. Donc, s'ils veulent participer, même s'ils n'ont pas d'équipe, mais qui ont le goût de venir marcher avec nous, de partager avec nous le premier tour, justement, des participants d'espoir, où cette année, les papillons sont de retour en vrai. Donc, s'ils veulent s'inscrire, ils peuvent arriver la journée même. Ils ne sont pas obligés de faire partie d'une équipe. On accepte tous les gens qui veulent venir marcher, enfants aussi, parents, familles. Même sans inscription. Sans inscription, ils peuvent arriver le jour même. Mais... C'est toujours mieux pour une équipe. Oui. Même si les gens sont seuls, ils peuvent s'inscrire. Mais par contre, si la journée même, ils décident de venir faire un tour, regarde, on vous accueille. C'est le fun, vous allez vivre une expérience et partager tellement de choses avec les gens. C'est fantastique. Donc, en terminant, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux citoyens qui hésitent à s'impliquer ou autres? Avez-vous un message pour les survivants ou les participants de l'espoir? Il y a toujours quelqu'un près de vous, soit dans votre famille ou dans vos amis, des proches, qui un jour va vivre cette maladie. Alors, pour eux ou pour vous, venez comme bénévole, vous allez vivre une expérience incroyable de voir comment les gens sont forts et comment on est accueillis aussi auprès de tous ces gens-là. Merci à notre commanditaire principal, qui est M. Nicolas Provost des pharmacies Brunet, à la mairesse, qui est le porte-parole. Cette année, on aimerait ramasser 10 000 voyons. On a ramassé l'année dernière 106 000. Cette année, on aimerait ramasser 110 000. Donc, c'est un rendez-vous le 8 juin pour la 21e édition dans la ville de votre choix, la région de votre choix, en fait. Et on attend les participants en grand nombre. Ici, c'est à l'Aréna Robert Lebel. Parfait. Merci beaucoup, Mme Podmore. Merci de votre invitation. On se trouve présentement à la boutique Ce que femme veut sur la rue du Vernet à Belleuil avec Mme Annie Girard. Vous êtes la propriétaire ici à la boutique. Oui. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bien, merci à vous d'avoir pensé à nous. Et l'industrie du commerce du détail bat de l'aile présentement, mais vous avez une entreprise qui continue de fleurir. Comment est-ce que vous avez vécu les dernières années post-pandémie? Je dis qu'on récolte le fruit de nos efforts en pandémie. Pour rester à jour, à flot, on a fait beaucoup de commerce en ligne. On a eu une présence sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, accrue à ce moment-là. J'ai vendu partout à travers le Québec. J'arrivais le matin à 6 heures, faisais des vidéos, des photos avec des prix, mettre ça en valeur. Là, je publiais ça, puis les femmes étaient prises à la maison, s'ennuyaient, télétravail, tannées de se voir toujours habillées de la même façon. Donc, le concept était parfait. Fait que on a livré partout, posté. C'était vraiment incroyable. Donc, aujourd'hui, c'est les fruits de ces efforts-là de positionnement qu'on faisait peut-être un peu moins ou qu'on prenait pour acquis avant la pandémie, qui fait qu'on a le vent dans les voiles là, autant que ça c'est certain. Une entreprise qui a le vent dans les voiles, mais vous n'avez pas un site transactionnel en ligne. C'est vraiment on parle au téléphone, on passe nos transactions par téléphone, on envoie les morceaux par la poste. Oui. Comment est-ce que vous réussissez à faire fonctionner ce modèle d'affaires-là? Bien, dans le fond, ce qui arrive aussi, c'est quand on a un commerce transactionnel, il faudrait avoir 2 commerces, en fait, 2 inventaires, 2 équipes dédiées. Et pour nous, pour se démarquer des chaînes de magasins, c'est le service sur quoi on mise. Donc, à travers les Internet, on ne peut pas l'offrir de la même façon, à part mettre un bonbon et écrire « merci d'avoir acheté chez nous ». Ce que ça fait aussi, c'est quand j'envoie la marchandise, je prive une clientèle en boutique de l'acheter à ce moment-là. Et nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment que la femme a fait le choix de venir ici parce qu'on sait que les entreprises pignon sur rue, quelqu'un qui vient, là, elle a soit un besoin ou une envie très forte. Donc, il faut que je puisse
à combler et pas, le stock est parti à Val-d'Or, puis là, je ne sais pas s'il va revenir, s'il va faire. Fait que pour nous, c'est ça la personnalisation. Toutefois, on le fait. On vend à des femmes qui sont venues, soit de passage, en voyage, tout ça, qu'on finit par connaître. Puis là, on ship chez elle parce qu'on sait qu'elle porte médium dans ça, 8 dans ça. Ça, c'est son style. Il y a comme une approbation qui se passe par nous avant que le paquet s'en aille. Oui. Fait que c'est bien rare des retours, c'est ça. Puis, donc, vous l'avez dit, vous misez sur le service client. Totalement. Vous avez des clientes qui viennent en boutique. Ouais. Quel type d'expérience vous leur offrez pour qu'elles reviennent par la suite? Bien, ici, c'est une ambiance qui est très familiale. Je travaille avec Maxime, qui est comme ma fille. Je l'ai adoptée de cœur. Je travaille aussi avec Hélène. Ça fait 10 ans qu'il travaille avec nous, qui est comme la grand-mère de Maxime. Après ça, on a Guylaine et Sylvie qui font office de tante. Fait que c'est comme notre fausse famille. Mais c'est ça qu'on fait transpirer ici. Alors, les gens, ils rentrent chez de la famille, des amis, toujours dans le respect aussi. Dans la compréhension, c'est-tu le genre, pas le style de, pas... Alors ça, c'est une des particularités du service. Aussi, on vient de déménager ici, là, on a un frigidaire. Si tu as soif, prends-le. Veux-tu un verre de vin à 4 heures? Veux-tu te faire un bon café? Ça coûte rien. C'est convivial. Et là, vous avez pris la décision d'ouvrir une deuxième boutique. Donc, rapidement, une boutique pour hommes, qui va être comme le complément de la boutique pour femmes ici. Comment on prend une décision comme celle-là dans un contexte comme celui-ci? En fait, pour nous, on compte sur notre clientèle engagée depuis maintenant 10 ans pour entrer dans les foyers des hommes, aller les chercher et les emmener. Alors, on a une bonne longueur d'avance, ce qui fait qu'on on ressent pas vraiment le risque. Oui, donc on va évidemment rester à l'affût de l'ouverture de cette boutique-là qui est prévue pour le mois de septembre. Merci, Madame Girard, Merci beaucoup. de nous avoir accueillis Merci. ici. Puis, ça démontre également que l'agilité et la fidélisation, c'est ce qui les clés. La clé du succès. Oui. Merci. Merci. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. TVR9 vous invite à visiter tvr9.com pour voir ou revoir l'ensemble de notre programmation. Également, pour du contenu exclusif, on vous invite à visiter tvr9endirect.com. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire en quelques étapes faciles et vous aurez accès à des dossiers spéciaux, notamment un dossier sur Nordvolt que nous continuons de nourrir au fur et à mesure de l'avancement du projet. Sur ce, bonne semaine à tous. Bonjour, mon nom est Billy Robinson et je vous invite à mon émission Parole d'auteur, une émission où l'on reçoit des auteurs et des autrices de la Montérégie, mais aussi d'un peu partout au Québec. Durant cette émission, nous parlons de leurs œuvres, mais aussi du processus d'écriture et bien sûr des influences qui les ont marquées au courant de leur vie. Je vous attends sur les ondes de TVR9, votre télé citoyenne.